Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot, qui allait me croire? Sylvia veut mettre fin à plus de 30 ans de silence. Pendant des années, je me suis dit, mais personne ne me croirait de toute façon si je parlais. Personne ne peut me croire. Elle veut révéler un secret devenu, selon elle, trop lourd à porter. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par Nicolas Hulot en 1989. À l'époque, elle vient d'avoir 16 ans. Depuis quelques années, je me reconnais dans les actions et les choix faits par la personnalité qu'est Nicolas Hulot, par le thème de la protection de la planète, de faire attention à ce qui nous entoure, l'environnement. Et puis un jour, je suis dans ma chambre et à mon bureau et j'écoute France Inter. Et j'entends un jeu concours sur France Inter, puisqu'à l'époque, il présente une émission qui s'appelle Antipode. Via le jeu concours, en fait, il donne l'adresse de la maison de la radio. Et je me dis, bah tiens, c'est peut-être un moyen, en tout cas, de lui adresser un courrier pour lui dire tout le bien que je pense de lui. Qu'est-ce que vous écrivez dans cette lettre, vous en souvenez? Oui, je me présente, je donne mon âge. Je suis une ado qui écrit comme une autre ado qui écrirait à un chanteur ou une chanteuse qu'elle admire. Et puis, une énorme surprise, c'est que donc à l'époque, j'habite chez mes parents. Et donc, je reçois un carton d'invitation, un petit mot m'invitant à participer à l'émission du Antipode à France Inter, à la Maison de la Radio, le 27 mai 89. Qui écrit cette lettre? Nicolas Hulot. Signé Nicolas Hulot. Donc mon père me dépose à la Maison de la Radio, je monte dans les étages. Tout a l'air normal, il y a un fauteuil haut, un tabouret, et on me propose de m'installer là et de suivre l'émission. Donc je suis l'émission. L'émission s'achève, et donc Nicolas Hulot sort, salue l'invité, et puis vient vers moi et me dit mon prénom. Il me dit, vous êtes Sylvia? Je dis oui. Vous lui aviez envoyé une photo de vous avant? Non, je n'avais pas envoyé de photo. Il me dit, enchanté. Il me dit, on va aller prendre un petit déjeuner ensemble. Voilà, il ramasse ses affaires. Je crois que je sais pas, je le revois pas saluer l'équipe, mais je sais qu'il prend du courrier. Et puis on reprend l'ascenseur et on redescend pour aller boire un café ensemble. On traverse la rue, on va aux Ondes, quoi. Le café Les Ondes. Le café Les Ondes, ouais. Vous êtes tous les deux à ce moment-là? Oui, on est tous les deux. À partir du moment où on quitte le studio, on est tout le temps tous les deux. Il me pose beaucoup de questions, savoir si les jeunes sont touchés par sa cause, par sa personne. Comment vous vous sentez, vous? Vous avez devant vous... Je suis ultra intimidée. C'est quand même la première personne publique que je vois d'aussi près. Et puis, il y a une certaine intimité dans un petit déjeuner. L'entretien se termine et puis il me demande comment je rentre dans ma banlieue. Et je lui dis, je vais prendre le métro, je vais jusqu'au Pont de Sèvres. Et il me propose de me déposer une bouche de métro, quoi. Donc je monte avec lui et puis il prend la route pour me déposer au Trocadéro, sur l'esplanade du Trocadéro. Donc on se dit au revoir. Et puis au moment de lui dire au revoir, il me demande de l'embrasser dans le cou. Et je ne sais pas pourquoi je l'embrasse dans le cou. Mais c'est-à-dire que sur le coup, vous avez une discussion normale? Sur le coup, je lui dis au revoir. Il se penche pour me faire la bise. Je lui fais la bise. Et il me dit qu'il était enchanté, tout ça. Et il me demande est-ce que je veux l'embrasser dans le cou. Et en fait, comme je suis en train de lui faire la bise, je l'embrasse dans le cou et je me recule. Et il redémarre la voiture. En disant quoi? Rien. En disant rien. Et là, il commence à me dire, est-ce que vous en avez rêvé? Rêvé de quoi? De ça, de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous saviez que ça se passerait comme ça? Je me rappelle ne pas faire de phrase. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, je lui dis non. Je lui dis non. Mais vous aviez envie de quoi? Je ne sais pas. Il s'arrête donc après sur un parking.
à ciel ouvert en fait. On n'est pas dans un souterrain, on est dans un parking aérien. Et là, voilà, il sort son sexe. Ça va assez vite, il a défait son pantalon, il a sorti son sexe, il a pris ma main. Il m'a demandé si je l'avais déjà fait avec des garçons, si j'avais l'habitude de ce genre me caresse, voilà. Et je lui dis non. Mais je sais qu'à plusieurs reprises, je me remets sur mon siège, j'enlève ma main. Enfin, je me rappelle être dans un état d'incompréhension en fait. Il y avait une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe. Et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Il me force à me faire une fellation. Que je ne fais pas réellement parce que je crois que je suis tétanisée en fait. Je ne comprends pas réellement ce qu'il veut. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Je suis en train de me demander si c'est ça une relation amoureuse en fait. Comme je suis fan de lui, je ne peux pas me dire que ce qui se passe ne doit pas arriver. Que c'est quelque chose de mal. Je vais le penser très vite, mais pas là, pas dans la voiture. Je me rappelle que pour que ça s'arrête, je lui embrasse le bas du ventre. Parce que je sais que je suis coincée en fait. Et voilà, je suis coincée et comme je ne veux pas faire ce qu'il est en train de vouloir me faire faire, je me rappelle me blottir là où je ne ferai pas ce qu'il veut que je fasse. Et je me rappelle me retirer au fond du siège. À un moment où je suis en retrait contre le siège, il y a une femme et un homme qui sont passés. Et, je sais que la femme a eu un regard très insistant sur moi et a cherché à regarder la personne qui était à côté de moi. Mais ils sont passés. Et là, voilà, il n'a rien dit, il a redémarré, on est reparti et il m'a redéposé au Trocadéro où il m'a dit une phrase qui va me hanter pendant des années. Où il m'a dit remaquillez-vous un peu parce qu'on voit que vous avez fait des trucs. C'est tout ce qu'il vous a dit? C'est tout ce qu'il m'a dit. Je me rappelle foncer quoi. C'est-à-dire que partir, ne pas me retourner du tout. Me dire que ouais, qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ce qui vient de se passer? Voilà, j'ai pas de réponse en fait. Le jour même, j'ai pas de réponse. J'oscille entre alors c'est ça, est-ce que j'ai séduit? Est-ce que c'est normal? Est-ce que les adultes ont ces relations-là? Par contre, je fais un choix tout de suite de le masquer en tout cas. Parce que forcément, il y a du monde au bout du chemin qui va me dire alors, c'était comment Nicolas Hulot? Voilà. C'est-à-dire que là, je commence déjà à me construire cette carapace que je vais garder pendant 30 ans. C'était inconcevable pour moi d'aller confier ça à qui que ce soit. Puis qui allait me croire quoi? Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot, qui allait me croire? J'ai pas de preuves. Ça, c'est le plus gros poids de ma vie, quoi. C'est que j'ai plus de preuves. J'ai plus le carton, j'ai pas les livres, j'ai pas de preuves. Et puis là, je m'attaque pas à n'importe qui, hein, quand même. Donc j'avais bien compris. Donc c'est ce poids-là aussi qui m'a fait me taire pendant 30 ans. Pourquoi c'est important pour vous de faire entendre votre voix aujourd'hui? Pour me libérer, il faut que je sorte de cette voiture. Voilà. Les faits que décrit Sylvia sont invérifiables. Ils se seraient déroulés il y a plus de 30 ans et donc ils sont prescrits par la loi.
Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.